C'est un des nombreux films préférés de Quentin Tarantino. Ça a détenu le record du box-office en Union soviétique pendant environ 12 longues années. C'est probablement une des principales sources d'inspiration pour The Shape of Water. Ce film-là, ça faisait très longtemps que je voulais le voir et c'est L'Homme amphibie, le légendaire Homme amphibie de 1962. C'est pas un film parfait si on veut, mais j'ai beaucoup aimé ça. En réflexion sur le film, je me pose des questions par rapport à la science, le progrès, tous ces genres d'idées-là, puis comment est-ce que c'est présenté différemment en Union soviétique de ce que les Britanniques et les Américains en disent en fait. Mais avant tout, qu'est-ce que c'est L'Homme amphibie? C'est ça, c'est un film soviétique de 62. 62, c'est à peu près 10 ans après la mort de Staline. Donc c'est Khrouchtchev qui est au pouvoir. Khrouchtchev essaie de déstaliniser l'Union soviétique, donc ça paraît dans le film. On n'est plus dans la période des années 30 où c'est hyper idéologique. Si c'est idéologique, c'est d'une autre manière. Bon, c'est réalisé par deux gars, Vladimir Chebotaryov et Gennady Kazansky. C'est basé sur un roman d'Alexandre Beliaev qui est sorti en 1928. Et pour finir dans mon festival de non-russe, il y a une actrice là-dedans, elle joue la jeune première, c'est Anastasia Vertinskaya. C'est son deuxième film. Elle a eu une carrière extrêmement longue et extrêmement distinguée. Elle a reçu l'ordre d'Alexandre Nevsky pour sa contribution à la culture nationale. Elle a joué Ophélie au théâtre dans Hamlet, elle a joué dans plein de Shakespeare, plein de trucs comme ça. Puis elle a tenu un rôle important dans Guerre et paix de Sergei Bondarchuk. Puis je vous le mentionne parce que quand j'ai vu ça tantôt, Bondarchuk, je connais ça, ce nom-là aussi que j'ai vu ça. J'ai vu ça dans Solaris, la fille dans Solaris, l'ex-femme suicidée de Chris Kelvin qui est revenue à la vie sous la forme de l'apparition manifestée par la planète Solaris, n'est-ce pas? Cette femme-là, elle est jouée par Natalia Bondarchuk. Notre héroïne d'aujourd'hui, c'est son père qui a réalisé ça, donc tout est dans tout. Bon, suffit pour les noms. Là. Qu'est-ce que ça raconte, notre fameuse histoire d'homme amphibie? On est en Argentine. En 1962, c'est un petit village de pêcheurs et la population est terrifiée, terrorisée par la rumeur persistante qu'il y a un démon sous-marin dans les eaux. Il y a plusieurs personnes qui prétendent qu'ils l'ont vu. Puis dans ce groupe-là, il y a une sorte de pirate. C'est pas exactement un pirate, mais il est sur le spectre de la piraterie. Puis lui a juré de trouver ce démon-là parce qu'il se doute bien que s'il le capture, il va pouvoir se mettre riche avec. Dans son plan de capturer le démon amphibie, il a recruté le père de la fille qui veut marier. OK? Suivez-moi. C'est la fameuse Anastasia. Là. Son père doit de l'argent à notre pirate, puis dans quelques jours, ils vont se marier. Elle veut rien savoir du pirate, mais à cause des dettes de son père, ils sont obligés de se marier. Bon. Mais ce que tout ce monde-là ignore, c'est que notre homme amphibie, en fait, notre démon, c'est ça, c'est un jeune homme charmant, mais amphibie. C'est le fils du professeur Salvatore qui vit genre dans le manoir sur la montagne, quelque chose comme ça, puis que tout le monde aime, c'est vraiment un gars merveilleux. Quand son fils est né, il y avait un problème avec ses poumons, on apprend ça plus tard, puis par une série de greffes excessivement ingénieuses, il a réussi à non seulement assurer la survie de son jeune fils, qu'il a nommé Ictiandre, mais il lui a donné le pouvoir de vivre sous l'eau, de respirer sous l'eau. Il est devenu l'homme amphibie. Puis c'est lui là, que les villageois ont vu se promener sous l'eau. C'est ça, il aurait mieux fait de rester sous l'eau, Ictiandre, parce que quand il est sorti, il a vu la fameuse jeune fille dont je parle depuis tantôt, puis il est tombé follement en amour avec. Puis ça fait pas du tout l'affaire de son père. J'achève mon histoire là-dessus parce que lui, non seulement il a fait ça, il a donné à son fils le pouvoir d'être amphibie. Il a pas juste fait ça pour lui sauver la vie. Il s'est rendu compte, en fait, qu'il est capable de transformer l'humanité au complet en être amphibie.
Puis son plan, c'est de transformer l'humanité en être amphibie pour résoudre les problèmes de surpopulation, essentiellement. J'y reviens tantôt. Puis il y a un journaliste là-dedans, un journaliste utopiste, lui aussi, mais qui est plutôt une sorte de révolutionnaire. Ça aussi, j'en reparle tantôt. Tout ce beau monde vont se confronter d'une certaine manière. Notre jeune Ictiandre, est-ce qu'il va réussir à acquérir le cœur de la belle jeune fille? Ben, ça se pourrait, mais qu'est-ce qui arrive si notre pirate met la main sur lui? Qu'est-ce qui arrive si les autorités, etc., ça pourrait mal virer pour lui et pour les plans utopiques de notre savant. Qu'est-ce qui se passe exactement? Je vous laisse le regarder, le film. Ça vaut vraiment amplement la peine parce que c'est super bon. Et sans plus tarder, pourquoi c'est bon? La première raison, c'est que visuellement, c'est super beau. Moi, les films de science-fiction d'Europe de l'Est, en général, j'ai une affection particulière pour ces films-là. J'aime tout le temps ça, mais je dois reconnaître qu'il y en a des plus intéressants que d'autres, puis il y en a qui font un peu cinéma amateur des fois. Ici, on n'est pas du tout dans ce genre-là. Visuellement, ça fait un petit peu penser aux 20 000 lieues sous les mers de Disney. De cette famille-là d'esthétique visuelle, puis les séquences sous-marines, il y en a beaucoup, c'est tourné réellement sous l'eau. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va enregistrer ça, mais c'est extrêmement impressionné. C'est parmi les meilleures séquences sous-marine que moi j'ai vu porter à l'écran. Puis je mentionne aussi qu'il y a toute une section vers la fin du film qui se passe dans une prison. Le cadrage, l'éclairage puis le cadrage à ce moment-là est vraiment extrêmement soigné. Ce qui revient à dire que les images sont particulièrement belles. Donc il y a des séquences vers le milieu qui se passent dans le village de pêcheurs où est-ce que c'est un petit peu moins dans mon goût à moi, là. Mais quand on est dans le laboratoire du professeur, ou quand on est sous l'eau, ou quand on est dans la prison à la fin, c'est visuellement extrêmement impressionnant, très, 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 très soigné. Donc, nos deux réalisateurs ont fait un excellent boulot. Deuxième raison, j'ai mentionné le laboratoire du professeur Salvatore. Ben, la deuxième raison, c'est que son laboratoire et lui-même font extrêmement Jules Verne. Puis en fait, tout cet aspect-là du film a une saveur Jules Verne qui est très prononcée. C'est une caractéristique que moi je trouve qu'on rencontre assez souvent, que moi en tout cas j'ai remarqué assez souvent dans les films de genre d'Europe de l'Est. J'en reparle dans ma réflexion. Ça le charme, Jules Verne, le charme un petit peu aussi des BD, des cités obscures de Chaitin et Peters, là, si vous voyez ce que je veux dire. Là. C'est ce genre d'imaginaire qui respire l'optimisme de la fin du 19e siècle, puis un optimisme qui est beau, élégant et empreint de foi en l'humanité. Toutes ces qualités-là que je viens de nommer, on les retrouve dans le film, particulièrement dans les séquences qui concernent le professeur. À toute fin pratique, ça pourrait être un personnage là, de roman de Jules Verne. Dans son discours, dans son projet utopique, ça ressemble à un discours qu'un personnage de Jules Verne aurait. Puis ça m'amène à mon troisième point qui est, bon, mais cette vision utopique-là du professeur Salvatore, il en parle avec le journaliste socialiste révolutionnaire. Puis la troisième raison pour laquelle c'est bon, c'est que ils ont un désaccord d'idées super intéressant, ces deux personnages-là, puisque le film met en scène, finalement, c'est la confrontation de ces deux idées-là. Il y a une réflexion réelle dans le film. Est-elle idéologique? Honnêtement, je m'en moque. Elle est là. Le professeur croit qu'il suffit de donner accès à des ressources illimitées à l'être humain pour que le mal disparaisse. Grosso modo, c'est ça. Tandis que le journaliste croit que non, il y a de la cupidité, il y a la soif de pouvoir, ces choses-là sont des phénomènes qui existent, il y a des gens qui sont comme ça, même en donnant accès à des ressources illimitées, ces gens-là vont être encore là, et d'après lui, ça prend un mouvement révolutionnaire organisé
pour triompher de ce problème-là, essentiellement. Donc, ça a l'air un peu didactique quand je le présente comme ça, mais ça passe mieux que la discussion sur les midi-chloriens, si vous voyez ce que je veux dire. Là. Quand ça vient dans le film, ça fait pas didactique du tout, là. Ça se compare avantageusement avec plusieurs scènes plus ou moins philosophiques, là, soi-disant philosophiques, qui cherchent à l'être dans des productions américaines, par exemple. Ce débat-là entre les deux, un débat amical, parce que les deux sont copains, ils travaillent pour la même cause. Okay? Ils sont juste pas d'accord sur les moyens à prendre, puis ils sont pas d'accord sur ces moyens-là parce que ils ont pas la même vision de l'humanité. Ben, c'est ça, c'est super, super intéressant. Puis comme je mentionne, le film va finalement nous montrer que, bon, ben, sans surprise, c'est plutôt le gars qui croit que ça prend un parti politique révolutionnaire pour mener la révolution, ben c'est plutôt lui qui le film me donne raison. Mais même là, c'est bien fait. J'ai aimé ça. Puis le simple fait que le film pose la question, puis comme je l'ai dit, soit une illustration de cette question-là, ça m'a impressionné. Je mentionne au passage que les deux positions, celle du professeur puis celle du journaliste, c'est essentiellement les deux grandes familles du socialisme classique, à savoir l'anarchisme, du style Kropotkin-Bakounine, l'anarchisme classique, qui serait plutôt la vision du professeur, par opposition à la vision du communisme de style Marx-Engels, qui considère que, n'est-ce pas, l'anarchisme est la maladie infantile du socialisme, puis c'est ça, il faut être structuré, il faut un parti, c'est plus réaliste, là, c'est plus ancré dans la réalité. Donc, en gros, c'est ces deux positions-là qu'on va voir. Sincèrement, j'ai trouvé ça très cool. Juste le genre de questions qui vous intéresse, c'est un bon film pour vous. Bon, ben tout ça, ça m'amène à ma fameuse réflexion. Je regardais le film, puis je me disais, ouais, la science, le progrès, les films soviétiques sont tout le temps en train de parler de ça. Les films est-allemands, roumains, peu importe, ça vient très souvent. C'est pas étonnant parce que, justement, ils se réclament de Marx, qui se réclame de la méthode scientifique, puis du matérialisme, etc., etc., etc. Donc, la science puis le progrès, forcément, ils en parlent tout le temps. En Angleterre, aux États-Unis, on parle aussi énormément de progrès et de science, puis en fait, partout en Occident puis partout dans le monde. Mais il m'apparaît évident, en y pensant en 30 secondes, qu'ils ont l'air de raconter la même histoire, le progrès et la science. Mais en fait, quand on regarde en dessous, c'est pas la même chose qu'ils sont en train de nous raconter. Ils utilisent les mêmes mots pour raconter une autre histoire. Puis cette histoire-là, elle est implicite. Elle est dans le non-dit. Il y a un petit peu un phénomène cheval de Troie là-dedans, moi, je pense. Deux histoires peuvent, en surface, dire exactement la même chose, avec les mêmes mots, et pourtant avoir deux messages complètement différents, voire contradictoires, voire carrément en opposition. Là. Okay. Il est très facile de prendre l'un pour l'autre, d'accepter l'histoire B, parce qu'on a l'impression qu'on est en train d'entendre l'histoire A. À mon avis, puis je pense que c'est un peu ce que je vais essayer de démontrer aujourd'hui, c'est une des manières les plus efficaces de convaincre le monde de choses qu'il ne croirait pas autrement. Si vous allez voir comment Ronald Reagan, monument hyper réactionnaire, là, c'est ça, comment est-ce que lui s'est fait élire? Apparemment, mais c'est en bonne partie parce qu'il y a eu le vote contestataire de gauche. Puis comment est-ce qu'il a réussi à faire ça? C'est entre autres avec ce genre de processus-là. Fait que les histoires de fiction. Est-ce que Luke Skywalker est le même personnage dans les films de George Lucas que dans les suites de Disney? Est-ce que ces deux séries racontent la même histoire? Alors, de manière superficielle, c'est évident que la réponse est oui. C'est le même acteur, il y a le même nom, il y a Han Solo, la princesse Leia, bon, c'est ça. C'est la même marque de commerce, la même musique, le même générique au début. Mais, OK, on a tous les éléments superficiels, mais est-ce que c'est la même histoire qui est racontée? Pour beaucoup de gens, y compris moi, la réponse est non. Clairement, c'est pas la même histoire. OK. D'après Marc Hamill, apparemment, il a supplié le réalisateur du deuxième film, quand il a vu le scénario, le supplié de ne pas faire ça au personnage. Lui considère que c'est une trahison totale du personnage. Puis ce sentiment de trahison-là, moi, je l'ai ressenti.
dans le ressentiment assez prononcé qu'on a beaucoup remarqué, que vous avez probablement remarqué autant que moi, par rapport aux suites La Guerre des Étoiles, est-ce qu'il n'est pas possible, puis moi je pense que la réponse est oui, c'est carrément ça, est-ce qu'il n'est pas possible que ça soit ça qui motive le truc? Puis la réponse que les gens sont fait dire, c'est « Ah, vous êtes, le racisme, le sexisme, là, c'est tous ces genres de réponses-là. Là, vous n'aimez pas les suites parce que vous faites le gatekeeping, là, c'est le mot à la mode chez les anglo-saxons présentement. Là. Mais est-ce que ça ne serait pas plutôt parce que les gens ont senti que l'histoire avait été... Même si l'histoire a changé, puis non seulement qu'elle a changé, mais elle a changé d'une manière qui n'était pas compatible avec l'ancienne. Puis ce que j'articule là, c'est extrêmement difficile à mettre en mots, en fait. Puis quand on n'a pas les bons mots pour exprimer quelque chose, un problème, là, mais qu'on perçoit le problème, mais qu'on ne sait pas comment l'exprimer, bien très souvent, on se choque. Parce que c'est frustrant. Puis quand on se choque, on se fait dire dans cette culture-ci qu'on est raciste, misogyne et tout ce que vous voulez. Fait que c'est pratique. Les éléments sont là. Mais est-ce que c'est la même histoire? Non, c'est pas la même histoire. Puis, on n'a pas besoin de se limiter à la culture populaire, Star Trek, Ghostbusters, DC, Marvel. Puis là, juste pour faire polémique. OK, la religion, juste pour le fun. Alors, on entend souvent dire que le judaïsme, le christianisme et l'islam adorent le même Dieu. Ça paraît bien. Mais est-ce que c'est vrai? Puis, non, c'est pas vrai. Je suis désolé. Chacun se présente comme la continuation de celui qui le précède. Mais les deux premiers ne reconnaissent pas celui qui vient après. Là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour les Juifs, pour le judaïsme, okay, il y a un livre là, sacré, là, okay? C'est ce qu'on nous on appelle l'Ancien Testament. Okay? Puis le Yahvé là-dedans, c'est pas le même Dieu que le gars dont Jésus parle. Okay? Je veux dire, c'est pas la même mentalité, c'est pas les mêmes genres d'attributs spirituels, vraiment, là, c'est pas le rapport à la divinité, puis à la transcendance, puis au but de l'existence, puis les cadres de référence, puis tout ce que vous voulez, sont complètement différents. Fait quoi, quand le christianisme arrive, puis se met en place, lui, il compile un paquet de livres à gauche puis à droite, OK? Il appelle ça la Bible, OK? Puis là-dedans, il met l'Ancien Testament. Puis il dit, vous voyez bien, on est la continuation directe de ces gens-là. OK? Ben déjà, ces gens-là, ils sont pas d'accord. C'est pas du tout leur point de vue à eux. OK? Le Dieu de du Nouveau Testament partage le nom avec celui de l'Ancien Testament, mais c'est à peu près tout, là. OK? Puis même dans l'Ancien Testament, c'est quand vous commencez à regarder, c'est même pas évident qu'il n'y en a rien qu'un, là. OK? Tout ça, là, quand on commence à creuser, là, c'est ça. L'idée nous, on a de l'Ancien Testament, que nous, on appelle l'Ancien Testament, vient du christianisme. OK? Ben c'est ça. C'est complètement une autre histoire que celle que les Juifs racontent. Puis en ce qui concerne l'islam, ben c'est la même affaire. Ouais, eux autres, ils ont pris les deux premiers livres, puis ils ont rajouté leur troisième livre après. Puis les Mormons ont fait la même affaire avec leur quatrième livre, incidemment. Fait que c'est ça. Oui, les deux premiers sont vrais, mais nous, on arrive avec le dernier mot absolu, qui est la vérité absolue sur tout, puis tout est vrai là-dedans, puis ça remplace ce qui est venu avant. OK? Puis nous, on a la vérité absolue. Clairement, ni les Juifs, ni les chrétiens sont de l'avis que le Coran remplace leur livre à eux. Fait que quand même que le Dieu dans les trois bouquins partage le même nom, puis même là, c'est même pas le cas. C'est même pas le cas. Mais parce qu'ils ont dit, OK, mon livre fait suite à leur livre, qui fait suite à leur livre, puis je reconnais la canonicité des deux livres précédents, OK? Comme mes suites de Disney de La Guerre des Étoiles. Excusez d'être blasphématoire, mais en quelque part, c'est exactement la même chose. J'ai rajouté ma propre suite. OK? Puis qu'elle soit divinement inspirée ou pas, ça ne rentre même pas dans la conversation ici. Okay? Le fait est que c'est pas la même histoire. Pas le même Dieu dans la tête des trois groupes. Ils n'ont pas le même Dieu en tête. C'est toi qui me dis que c'est le même Dieu.
C'est pas parce que tu donnes le même nom à quelque chose que c'est la même chose. Puis c'est pas parce que tu me dis que c'est la même chose que c'est vrai. Fait que notre Dieu moderne, la science et le progrès. Là, j'ai dit deux mots, mais c'est le même Dieu, en fait, la science et le progrès. C'est la même croyance. Mais quels sont les attributs de la science et le progrès? Ben, les communistes, le bloc de l'Est, l'URSS, puis les capitalistes, les Américains et les Britanniques, vont, sans surprise, nous présenter deux lectures radicalement différentes et en vérité plus ou moins incompatibles de cette divinité. Puis ça, on peut le voir, bonheur et joie, en tapant dans la science-fiction. Science et progrès, URSS et pays de l'Est. Ben déjà, j'ai mentionné tantôt, il y a une forte influence Jules Verne dans la science-fiction soviétique. Les livres adaptés dans l'anglosphère de Jules Verne, c'est 20 milieux sous les mers et L'île mystérieuse, qui sont deux aventures du capitaine Nemo, et Voyage au centre de la Terre. Bon. Master of the World avec Vincent Price, qui est en principe une adaptation de Robur le Conquérant, / le Maître du Monde. Là. Dans le livre, c'est pas comme ça, mais dans le film, le personnage de Robur, là, le personnage du capitaine qui est joué par Vincent Price, il fait très Capitaine Nemo, en fait. Là, il veut détruire le monde à cause qu'il déteste la guerre. En Europe de l'Est, c'est pas ce Jules Verne-là qu'on a, en fait. Il n'y en a pas forcément beaucoup plus, mais il y en a au moins autant des adaptations de Jules Verne, puis ils ne sont pas tirés des mêmes bouquins. L'île mystérieuse, oui, mais Karel Zeman, en particulier, a produit plusieurs films d'animation merveilleux, dont au moins 2 ou 3 sont extraits de livres de Jules Verne. Puis ce qui paraît dans ces films-là, un est basé sur Face au drapeau, un est basé sur Hector Servadac. Fait qu'est-ce qui ressort de ça? Il ressort le merveilleux. Okay. Puis qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il sort le pacifisme. Puis c'est là où je m'en vais avec ça. Dans Karel Zeman, puis aussi dans le personnage qui fait extrêmement Jules Verne qu'on a dans L'Homme amphibie, ce qu'on a, c'est le Jules Verne qui fait rêver, le scientifisme qui fait rêver. On a le côté miraculeux et merveilleux d'une science qui nous fait absolument croire que demain sera meilleur qu'aujourd'hui, non seulement pour moi, mais pour tout le monde, en fait. Ce sentiment-là, c'est énormément ça que moi, je vois ressortir dans la science-fiction soviétique, aller jusqu'aux années 80. C'est pas une loi absolue, il faudra aller regarder titre par titre, etc. Mais grosso modo, les films de science-fiction d'Europe de l'Est, aller jusqu'aux années 80, sont à peu près tout le temps en train de nous dire les mêmes affaires. Et c'est probablement en partie parce qu'il y a un contrôle idéologique, mais justement, OK? Qu'est-ce qu'il nous est dit? Il nous est dit que tous les êtres humains sont des frères. Puis même quand on voit des méchants capitalistes, ou des Britanniques, ou des Américains, ils sont à peu près toujours... Des fois, ils sont quelque chose comme les méchants, mais c'est pas mal moins manichéen, comme je l'avais déjà dit, que les communistes qu'on retrouve dans les films américains. Puis le sentiment qui est pratiquement toujours exprimé par rapport aux Américains et aux Britanniques, qui sont en principe l'immortel, c'est ben non, on veut travailler avec vous. Nous voulons être vos alliés parce que tous les êtres humains sont des frères. Puis très souvent, on a transcendé la notion même de conflit entre capitalistes et communistes. On a atteint le stade suprême du communisme où il n'y a plus de dictature, il n'y a plus de parti, il n'y a plus de rien de ça, puis il n'y a plus de position capitaliste-communiste. On est dans un monde de style Star Trek, là, essentiellement. Je pense souvent à Ikari XB1, c'est un de mes films préférés d'Europe de l'Est. Là. Il y a toute une séquence, là, justement, où est-ce que le vaisseau spatial tombe sur un ancien vaisseau capitaliste qui ont manqué d'oxygène essentiellement. Les ruines d'un vaisseau qui date de l'époque où le capitalisme existait encore. Puis c'est très très fort. Puis qu'est-ce qui ressort de cette séquence-là? Bon, on peut dire que c'est idéologique, mais qu'est-ce qui ressort? C'est la stupéfaction des personnages face à l'idée que les êtres humains puissent être aussi égoïstes, essentiellement. La stupéfaction face à l'idée que les gens puissent croire que la compétition est meilleure que la coopération. Voyez-vous.
que l'égoïsme est meilleur que l'entraide, toutes ces questions-là. Puis, ouais, il y a quelque chose, si on veut, peut-être de manipulateur là-dedans, parce qu'encore une fois, il y avait de la censure, mais en même temps, c'est souvent extrêmement candide, puis ça se sent jusqu'à un certain point quand c'est plus de la propagande puis quand ça en est moins. Si on va voir les films soviétiques des années 30, c'est par exemple Loss of Feeling, là, basé sur Ruhr, là, la première histoire vraiment de robot. Là, on est dans l'époque stalinienne, puis le message est lourd, là, c'est gros comme le bras, là. OK? Puis c'est comme, il y a le méchant capitaliste, puis il y a le gars qui a inventé les robots, puis ses amis travailleurs sont scandalisés parce que son robot va couper leurs heures de travail, OK? Et donc, c'est un ennemi des travailleurs parce qu'il veut diminuer leur charge de travail. C'est carrément ça le message du film. Fait que c'est un traître au prolétariat, ça nous est dit explicitement. Fait qu'il va travailler pour les méchants capitalistes qui vont évidemment transformer son invention, le robot, en arme meurtrière. Et à la fin, cette arme meurtrière-là est plutôt utilisée au service de la révolution mondiale pour abattre les méchants capitalistes. Bon, ça c'est la version stalinienne. Mais même là, il y a quelque chose de l'optimisme et de l'entraide qui transparaît là, dans le message qu'on essaie de nous vendre toujours bien. Mais il y a un film de voyage dans l'espace des années 30 qui est plutôt sympathique, qui fait lui aussi plutôt très idéologique, et on trouve encore le même sentiment. C'est pour vous dire que l'époque où le film est extrêmement dominé idéologiquement avec une volonté de propagande, là, on le sent. Certainement, années 60-70, en général, ce qui transparaît, c'est que tout le monde est en train de nous faire l'apologie de l'entraide, puis de l'amour, puis de la paix. Si c'est idéologique, et puis si c'est de la propagande, c'est la propagande. C'est l'histoire qu'on essaie de nous faire croire. Okay? C'est comme ça qu'on essaie de nous convaincre. Okay? La trame narrative implicite de ces films-là, c'est l'entraide, c'est bien, la fraternité, c'est bien, nous sommes tous des frères. C'est fondamentalement optimiste. Les Américains, OK? Mais qu'est-ce qu'ils nous présentent? On peut se dire, il y a des tonnes de savants qui sont des figures positives dans la science-fiction anglo-américaine. Dans les films soviétiques, j'ai inclus l'Europe de l'Est, l'Allemagne de l'Est, la Tchécoslovaquie, etc. Ça fait qu'ici, j'ai inclus les États-Unis et l'Angleterre parce que c'est deux branches du même arbre. Là. Ils ont beaucoup plus de points communs que de différences. Fondamentalement, ils partagent les mêmes a priori culturels fondamentaux et structurels. La science positive dans la culture, dans la science-fiction américaine, britannique. Puis on fait ça pour voir c'est quoi le message implicite. Je vais vous le dire tout de suite, le message implicite, c'est que c'est épouvantable. Le message implicite, on va le voir, c'est abandonnez tout espoir, vous qui entrez ici. Là. Puis c'est fascinant parce qu'au premier degré, t'as des trucs comme Star Trek, ou justement le docteur dans Doctor Who, le premier docteur joué par William Hartnell, ou le troisième joué par John Pertwee, c'est des scientifiques, c'est ce qu'ils font, ils ont des laboratoires, ils représentent des gens intelligents et vertueux, particulièrement le troisième docteur, nobles et courageux, qui sont au service du progrès et de l'avancement de la galaxie. Bon, c'est ça. Ils sont extrêmement positifs. Il y a des savants de type optimiste, style Jules Verne, dans l'imaginaire américain. Ça existe. Là, il y a ce genre de personnage-là dans At the Earth Score de 1976, d'après un roman de Edgar Rice Burroughs. Donc, c'est pas basé sur Jules Verne, mais le personnage de Peter Cushing, c'est exactement ce genre de savant-là, extrêmement candide et optimiste. Il y a les savants dans Destination Moon, il y a Scully dans X-Files, clairement un savant positif. Tu as les innombrables savants qui travaillent avec l'armée dans les films américains des années 50. Et là, déjà, ils travaillent avec l'armée. Ça fait que le film nous les présente comme étant absolument des bonnes personnes qui incarnent le progrès et la science qui sont la même chose. Puis évidemment, la démocratie et l'armée qui sont toutes la même chose. Puis dans ces films-là, il y a tout le temps, c'est ça, dans les films des années 50, par défaut, il y a des militaires et des scientifiques qui travaillent ensemble. Surtout dans les films américains. Il y a Einstein. Autant pour mes militaires qui travaillent avec l'armée que même pour Einstein, en vérité, il y a une forme d'ambivalence parce que Einstein est complètement un personnage positif. Mais Einstein, dans la culture populaire, il est aussi associé à l'idée de la bombe nucléaire.
Il y a un film tchécoslovaque de 1970, là, une comédie où quelqu'un voyage dans le temps pour tuer Einstein parce que ses formules, soi-disant, ont contribué à l'invention de la bombe nucléaire. Bon, puis je pense pas que le film tchèque est idéologique, là, je pense que c'est juste qu'il se base sur un lieu commun. Je le mentionne ici pour illustrer que c'est un lieu commun qui est assez fort dans la culture pour s'être rendu en Europe de l'Est. C'est certainement quelque chose que moi j'ai entendu souvent, puis ce que je pense que ça nous dit, puis c'est là ce que je commence à aller avec l'ombre du discours sur la science dans la culture populaire. Okay? C'est que, ouais, Einstein est le plus grand savant, mais dans la culture populaire, au moins, ces formules ont mené à la bombe nucléaire. Justement, ça nous amène à, OK, le savant fou. Fait que, ouais, il y a des savants positifs, puis il y a la science dans Star Trek, mais si on regarde dans le panorama de la science-fiction, américaine et britannique, il y en a tellement que c'est pratiquement synonyme de science-fiction, le savant fou. On a des figures comme le docteur Moreau, on a des tonnes de savants qui ont été joués par Boris Karloff, des tonnes de savants qui ont été joués par Bela Lugosi, on a le fameux docteur Cyclops, on a le docteur Jekyll, qu'on a vu au cinéma dans je sais pas combien de films, beaucoup, là. L'homme invisible, son invention le rend fou, puis il devient un criminel à cause de ça, mais c'est un savant à la base. L'idée ici, c'est que pourquoi est-ce que ce personnage-là du savant fou est aussi présent dans la culture? Ben, c'est parce qu'il y a quelque chose d'inquiétant dans la science. Ce qui est exprimé probablement dans l'idée du savant fou, c'est l'idée que la science va trop loin, okay, ou peut aller trop loin, ou peut corrompre avec le pouvoir qu'elle procure, mais ce qu'on voit en fait très souvent, c'est que la science elle-même est le problème. Okay? C'est que oui, la science incarne le progrès, et donc l'avancement social et culturel, et donc améliore la vie de tout le monde, et le progrès, c'est une force de la nature qu'on ne peut pas arrêter, et toutes ces idées-là qui sont consubstantielles. Mais en même temps, la science n'a pas de conscience, et ce qu'elle dévoile, l'univers qu'elle dévoile, c'est un univers où Dieu est mort, évidemment. C'est un univers où toutes nos anciennes valeurs morales ont été supplantées par la donnée objective. Puis qu'est-ce qu'on constate? Dans la culture, en tout cas, la conséquence de ça, c'est l'horreur cosmique. C'est la catastrophe totale, la terreur existentielle, une terreur existentielle pour laquelle il n'existe aucun réconfort. Okay? Puis ultimement, ça, c'est la science qu'on voit dans les films américains et britanniques. Okay? Parce que la trame narrative implicite, c'est ça. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, prenez le professeur Quatermass, héros d'une série de feuilletons télé adaptés au cinéma dans des films que moi, personnellement, j'aime énormément. Ben, le professeur Quatermass, il dirige le programme spatial britannique. Le principe de Quatermass, c'est la science n'a pas de cœur. C'est un professionnel. Sa mission, c'est utiliser la science pour créer une fusée qui va aller dans l'espace pour les Britanniques. Dans le premier film, sa fusée part dans l'espace avec un astronaute, puis elle revient sur Terre, puis à cause des radiations, etc., l'astronaute est transformé en un monstre épouvantable, une créature, complètement une créature Lovecraftienne. Là. Puis ce principe-là, c'est un lieu commun de la science-fiction, ça revient très souvent. Là. Hideous Sun Demon, ça vient temps. Si l'astronaute va dans l'espace, puis il revient, puis à cause des radiations, il est transformé en monstre. Là. Fantastic Four, c'est ça. Hein? Sauf qu'eux autres, l'effet est plutôt positif, là, mais les Fantastic Four, c'est exactement ça qui leur arrive. Là. C'est comme ça qu'ils développent leur pouvoir. Ici, l'idée, c'est que le professeur Quatermass, dans les deux premiers films, en tout cas, il est extrêmement antipathique. La seule affaire qui l'intéresse, c'est le programme spatial, puis sa job. Puis quand ils ont battu l'astronaute, quand ils ont réussi à tuer le monstre cosmique qui était anciennement leur astronaute. Okay. Ben, qu'est-ce qu'il conclut, le professeur Quatermass? Ma première fusée était pas assez bonne. D'un matin, on commence la deuxième. On repart le programme. Il y a exactement la même chose dans les Frankenstein, la Hammer, ceux-là avec Peter Cushing. À mon avis, le meilleur baron Frankenstein que moi je connais, quoique Colin Clive est très cool, mais dans le premier Frankenstein, par exemple, on trouve la scène où est-ce qu'il y a besoin, je sais pas si c'est le cerveau ou le cœur, je pense que c'est le cerveau. Il a besoin d'un cerveau en santé pour sa créature. Puis un de ses meilleurs amis vient le visiter. Il se rend compte à ce moment-là que le cerveau de son ami fera l'affaire. Fait qu'il assassine froidement son ami pour avoir son cerveau. Puis la manière que c'est présenté, c'est pour la science.
Fait que la question se pose pas, le calcul est très vite fait. Puis l'intérêt du Dr. Frankenstein dans les films de Hammer, c'est précisément que c'est ça son personnage. C'est un gars qui est pas maléfique, il est dévoué corps et âme à l'avancement de la science, puis il cherche à triompher de la mort. Hein? Ça fait qu'il fait ça quelque part, plus ou moins, pour le bénéfice de l'humanité. Qu'est-ce qu'on a ici? On a vraiment l'idée que la science est impitoyable, okay? Que l'approche scientifique elle-même, en quelque part, est impitoyable. Je sais que c'est un exemple de fiction, mais c'est ça le propos. C'est dans la culture collective qui, tu sais, de quoi est fait la trame narrative, puis quel message est-ce qu'elle véhicule. Ben, c'est ça. C'est l'idée que la science n'a pas de cœur. La science est objective. Puis ça mène à quoi? Ça mène à ça. Ce qu'on voit dans la fiction, c'est une des conséquences de ça. Puis dans Frankenstein Created Woman, c'est ça. L'idée, c'est qu'il crée une femme, là, c'est ça. Puis faire une version courte, ça marche, sauf qu'à un moment donné, ça marche pas, puis à la fin, le monstre est détruit. Puis c'est mon préféré de la série Frankenstein Created Woman. Puis c'est mon préféré à cause du dernier genre 30 secondes ou 2 minutes. Puis c'est parce que, je vous le dis, là, c'est quoi la fin, mais le docteur Frankenstein voit ça, puis tu sais, c'est un film d'horreur, ça fait que tout le film est rempli d'horreur à cause de sa création scientifique. Puis là, finalement, ils détruisent le monstre. Puis là, son Igor, je sais pas trop quoi. Oh, qu'est-ce qu'on fait? Ben, puis le bar Frankenstein dit, OK, ben, on recommence demain. Puis il repart. Parce que son expérience a échoué, il reprend le travail. Dans la prémisse de la science, telle que nous, on la vit narrativement, collectivement, ben, c'est ça que c'est, en quelque part. La science n'a pas de morale, elle n'a pas de vertu. Elle se suffit en soi. Elle repose sur les lois objectives de la nature où il n'y a pas de morale. L'idée que la science elle-même est le problème, que l'univers est en quelque part maléfique, okay? Que les découvertes scientifiques, que ce qu'on découvre avec la science est parfois merveilleux, mais souvent absolument horrible, ben c'est l'objet d'un nombre incalculable de films anglo-américains. The Fly, toute la série de The Fly, les savants dans Forbidden World, qui créent la créature, bon, etc. Le protocole médical informatique dans The Andromeda Strain, un autre de mes films préférés. L'idée là-dedans, c'est que c'est ça, la création scientifique est ce qui nous met en danger. T'sais, les robots et les ordinateurs qui échappent à leur créateur. Colossus, là, de Forbidden Project. Ben, Forbin, c'est un très, très, très bon savant scientifique, plutôt un bon gars, mais son invention le dépasse. C'est une autre variation sur le thème de la science n'a aucun cœur. Certainement l'effet de la science n'a rien de bénéfique pour nous, finalement. T'sais, le progrès, finalement, qui est notre valeur absolue sacrée, c'est notre valeur, suprême, ce qu'on voit, c'est que c'est pas si merveilleux que ça, finalement. Le dernier exemple que je donne, c'est un roman, là, c'est pas un film, mais c'est Childhood's End d'Arthur C. Clarke, qui est souvent listé dans les meilleurs romans de science-fiction de tous les temps. Ça raconte l'histoire d'extraterrestres qui viennent sur Terre, puis qui prennent le contrôle de l'humanité, puis mettre un fin à la faim dans le monde, puis mettre fin à la guerre, puis etc., puis mettre en place une sorte de gouvernement planétaire dont eux sont les maîtres, et donc ils mettent l'humanité sous tutelle, puis personne ne sait qu'est-ce qu'ils veulent vraiment, mais il y a l'idée qu'ils sont là pour faire évoluer la race humaine, pour permettre le prochain stade de notre évolution. Puis moi je l'ai lu, je m'attendais un peu à quelque chose comme 2001, c'est un truc plutôt optimiste. Puis le prochain stade de notre évolution, c'est possiblement l'affaire la plus horrible que j'ai vue de ma vie. Là. Ça, c'est de l'horreur cosmique Lovecraftienne. Là. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais c'est un esprit malade qui a conçu ça. Là. Je vous le dis pas au cas où vous vouliez le lire, là, ça vaut quand même la peine, là, ne serait-ce que par curiosité. Puis la première moitié du bouquin est excellente, là. Mais qu'ils choisissent de raconter ça, que ça prenne cette direction-là. Puis la morale, ultimement, c'est vraiment que l'univers se contre-calisse de la race humaine. N'en a rien à foutre là, de l'humanité. Là. T'sais. Puis que toutes nos croyances personnelles par rapport à l'importance de qui on est et de ce qu'on fait est complètement ridicule, une blague grotesque. Là. OK? C'est atroce, là. Moi, ce qui m'a sidéré là-dedans, c'est que c'est une utopie scientifique, d'un certain point de vue. T'sais, Arthur C. Clarke, c'est l'écrivain de science-fiction scientifique
par excellence. C'est un scientifique dans la vraie vie. D'une certaine manière, ce qu'il présente, c'est l'utopie scientifique dans ce livre-là, parce que la science triomphe. Mais elle triomphe tellement qu'elle montre par ce triomphe à quel point la science se fout de nous et l'univers se fout de nous dans cette trame narrative-là. Fait qu'est-ce qu'on constate? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de savants fous? Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'exemples d'inventions qui échappent à leur créateur, puis de mutations atroces, puis de... Parce que, qu'il soit bon, mauvais ou carrément fou, le savant, dans ses films, est presque toujours au service d'une science qui révèle, souvent dangereusement, les secrets d'un univers absolument impitoyable. Sans merci. Ça, c'est la science dans le monde de la science-fiction anglo-américaine, en général. Il est intéressant de constater que quand un commentateur anglo-américain se choque contre le contenu idéologique, soi-disant, du discours soviétique, dans les films de science-fiction par exemple, ce qui les hérisse, c'est beaucoup le discours d'entraide optimiste. Ouais, ils vont peut-être dire « Ah, le méchant capitaliste », mais la vérité, comme je dis, c'est qu'il n'y en a pas tant que ça, des méchants capitalistes dans ces films-là. Mais ce qu'il y a beaucoup, c'est le message constant sur l'entraide et la fraternité. Ça, c'est tout le temps là. Puis ce qui me frappe, moi, comme le contenu idéologique, c'est surtout ça dans les films soviétiques que moi j'ai vus à date, films d'Europe de l'Est. C'est ça, moi, je pense que ce qui les choque, ce qui les fait réagir, ce qui leur paraît être, à ces critiques anglo-américains, le gros contenu répréhensible, c'est cette idée d'entraide. C'est ça qui leur fait dire ces communistes-là. Aux États-Unis, socialisme, le mot socialisme, c'est un gros mot. Okay? C'est une injure, c'est une accusation, c'est une tare intellectuelle et morale. Il y a Bernie Sanders qui dit qu'il est socialiste, puis, comment il s'appelle, Noam Chomsky qui dit qu'il est anarchiste. Puis oui, ils ont leur place dans l'horizon culturel médiatique américain. Mais cette place-là, elle est extrêmement marginale. Là. Puis Bernie Sanders, qui se définit comme socialiste, puis c'est un social-démocrate extrêmement modéré. Là. Son programme extrémiste, c'est qu'il aimerait ça qu'il y ait un programme de santé universel aux États-Unis, de mémoire. Bon, que ben des pays ont, là. Okay, mais aux États-Unis, ça, c'est considéré comme du stalinisme, essentiellement. Voyez Jordan Peterson. Son discours sur ce sujet-là revient en gros à dire que tout appel à l'entraide même mène directement aux purges staliniennes. Si vous l'écoutez parler, il y a beaucoup de vidéos là-dessus. Tu sais, quand il déchire sa chemise, là, ce genre de questions-là. Puis des fois, moi, je trouve qu'il est intéressant, Peterson. Là, je l'avoue, là, ça m'est déjà arrivé de dire, ça, c'est quand même pas pire. Mais sur les questions de type communiste, en général, son interprétation est vraiment, m'apparaît-il, extrêmement simpliste. Là. Puis le principe est que, c'est ça, n'importe quel discours basé sur la croyance que les êtres humains pourraient ou devraient s'aider est absolument maléfique. Ça le met hors de lui, ça. Okay. Parce que c'est du socialisme. Socialisme veut dire Staline, veut dire le goulag, veut dire... c'est bien juste s'il ne dit pas que ça mène aux camps de concentration. Là. Dans cette trame narrative, ce n'est que si tout le monde accepte que nous sommes des monstres, dans un univers impitoyable, sujet à des douleurs aussi atroces qu'arbitraires, ce n'est qu'alors que nous pouvons vivre en paix et heureux. Le progrès est à ce prix. Sous l'autorité de la science et, accessoirement, du bras armé de l'État, son meilleur ami. Regardez les films de Godzilla qui ont sorti il n'y a pas longtemps, les Américains. L'armée, c'est ça que c'est, là. Okay, c'est ultra militariste. Là. L'homme est mauvais, fondamentalement. C'est pour ça que l'entraide, c'est mal, parce que ça fait ressortir... Aider les êtres humains, c'est donc aider le mal, finalement. Mais les soldats, eux, sont bons. Soldats, toujours bons. Je vous soumets humblement que cette trame narrative est culturelle, que c'est celle d'un peuple, d'un groupe. C'est ça, que c'est le discours de la culture anglo-américaine, puis que c'est eux autres qui mènent.
Puis je reviens tout le temps là-dessus parce que c'est leurs histoires qu'on absorbe à la journée longue. Qu'est-ce qu'on absorbe? Leur trame narrative. Puis leur trame narrative, c'est quoi? C'est ça. Les êtres humains sont des monstres. Il faut un bras armé fort pour les terroriser pour qu'ils n'expriment pas leur monstruosité. Puis ça, encore une fois, c'est Thomas Hobbes, penseur extrêmement influent chez les anglo-saxons. Il parle de progrès et de science, comme tout le monde, mais que disent-ils vraiment? Que raconte-t-il? L'histoire des empires britanniques et américains, est-ce vraiment l'histoire universelle? Je finis là-dessus. Il faudrait comparer avec des films d'autres pays. La science-fiction philosophico-satirique de l'Allemagne. Beaucoup de films des années 60, 70, 80. Plusieurs qui sont très très cool. Il y a la science-fiction horreur médicale du Mexique, un sous-genre extrêmement fécond, des tonnes de films, ça serait intéressant d'aller voir. Puis, il y a la France, qui a produit déjà au moins un film de style de science-fiction médicale du Mexique, avec Les yeux sans visage, un grand classique d'ailleurs. Mais aussi La planète sauvage, on en a déjà parlé, comment est-ce que la science est présentée là-dedans. Les savants dans Fantomas, qu'est-ce que ça nous dirait? Le professeur Tournesol, je sais bien qu'il est belge, mais bon. Fait que c'est ça, l'idée, ça serait de dire, est-ce que la science, la pratique de la science, puis l'idée de la science qui est présentée, par exemple, dans les films français ou dans les films allemands, tout ce que j'ai mentionné, est-ce que ça véhicule le même genre de message implicite que la terreur cosmique que moi, je pense qu'on a absolument là, dans la science-fiction anglo-américaine? Je pense à Ridicule de Patrice Lecomte, un film que j'aime énormément, qui évidemment, en principe, n'est pas du tout de la science-fiction, mais où on a un noble de la petite noblesse, Grégoire Ponce-Ludon de Malavoie, qui est un ingénieur qui veut assainir les marais de la Dombe et qui va à la cour de Louis, je pense que c'est 15, non, c'était Louis XVI, carrément, pour essayer de plaider sa cause. Puis il n'y parvient pas. Puis il y a son amoureuse, il rencontre une femme avec qui il tombe en amour, qui est Mathilde. Ils font des expériences scientifiques ensemble. Ils ont une sorte de scaphandre qui leur permet d'aller sous l'eau. Puis c'est très, très, très charmant, tout ce passage-là. Grégoire Ponce-Ludon de Malavoie est un noble, et donc, à la fin, dans l'épilogue du film, on est pendant l'époque révolutionnaire, et parce que M. Ponce-Ludon de Malavoie est un noble, il a fui en Angleterre, quoiqu'il est d'accord avec les révolutions. D'ailleurs, là, il a soumis aux autorités révolutionnaires son projet d'assainir les marais de la Dombe, et il semble-t-il que ça a été approuvé, ça va très bien, bon. Il est avec, c'est ça, son amoureuse Mathilde, et puis je parle de tout ça parce que ici, qu'est-ce qu'on a? On a une idée de la science qui est présentée, où elle est entièrement positive et candide, comme dans la science-fiction soviétique. Puis, qui plus est, elle est directement associée à la Révolution. Puis oui, ils se sont réfugiés en Angleterre, là. Bon. La science dans ce film, est-ce que c'est le cas de toute la science-fiction française? Ça serait vraiment intéressant d'aller voir, mais la science dans Ridicule est associée à la Révolution, à la liberté, à l'égalité et à la fraternité. À une autre trame narrative. Voilà. Bon, c'était la fin de mon petit topo, ma petite réflexion. Point d'info, j'ai écrit un bouquin. J'ai fait une vidéo l'autre jour, un bouquin qui s'appelle justement Trame narrative, c'est le titre de travail. J'ai parti un GoFundMe où je vous invite à donner généreusement. Ça parle de traumatisme individuel et collectif, ça parle d'éveil spirituel, ou de quelque chose comme, en fait carrément, là, mais d'une certaine manière de parler de l'éveil spirituel, de la loi de l'attraction, de tout à fait des affaires qui ont l'air spirituelles et New Age, mais dans un contexte de réflexion sur comment est-ce qu'on se raconte des histoires sans s'en rendre compte, de manière implicite, et comment est-ce que ces histoires-là sabotent nos vies, en fait. Puis comment peut-être s'en débarrasser. Donc c'est ça l'intention du bouquin. Puis encore une fois, donnez généreusement. Vous seriez bien fin. Sur ces belles paroles, ma recommandation, c'est Le continent des hommes-poissons de 1979. C'est un film que j'aime énormément. Ça jouait à la télé quand j'étais petit.
Puis c'est des copies poches, là, des copies de vieilles TV, pan and scan, où est-ce qu'on voit rien. Ça fait que ça donnait l'impression que le film était vraiment à petit budget puis mal fait. Puis, bon, petit budget, oui, là, mais le film est très bien fait, en fait. C'est un film de Sergio Martino, il y a Barbara Bach, il y a Joseph Cotton. Puis qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une sorte de Docteur Moreau. C'est un mélange de film d'aventure puis de Docteur Moreau puis de créatures du Lagon Noir, où est-ce que un savant fou aurait réussi à créer une race d'hommes amphibies et puis il s'en sert pour voler le trésor de l'Atlantide essentiellement. Puis fondamentalement c'est un film d'aventure, ça fait que je pense qu'il y a un naufragé qui se ramasse là. Puis, c'est juste un film hyper cool, comme les Italiens étaient très très bons pour en faire à l'époque. Je mentionne au passage que j'ai découvert tantôt qu'il y a une suite réalisé par le même Sergio Martino. C'est un téléfilm de 1995 et la suite apparemment, il y a des grandes scènes qui ont été prises directement, là, genre les séquences. Là, il a pris le bout de film puis il l'a mis dans sa suite. Là. Il y a des séquences complètes qui ont été repiquées dans non seulement Le Continent des Hommes-Poissons, mais dans aussi 2019 après la chute de New York. Je ne sais pas si le 2 est très bon, mais le 1, en tout cas, Le Continent des Hommes-Poissons, ça vaut vraiment votre 1h30, 2 heures. Là. C'est un excellent, excellent divertissement. Puis, L'Homme amphibie aussi, c'est vraiment excellent. Puis, pourquoi c'est bon? Parce que c'est beau et majestueux, super beau même, avec une très forte saveur Jules Verne, puis que ça met en question ça met en scène des questions philosophiques et politiques super intéressantes, puis ça m'a fait réfléchir, puis j'ai vraiment passé un bon moment, puis je repasse encore avec plaisir. Alors, c'est excellent.